CMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Santé sur De la Fabrique et votre Uniprix ici au 5 boulevard Taché-Ouest. Je suis en compagnie du propriétaire pharmacien Daniel Lachance. Bonjour. Bonjour. Daniel, ça fait quelques jours, quelques semaines là, que l'école est commencée. Et là, il faut penser qu'il y a des enfants qui sont un petit peu plus excités que d'autres. Oui, ça c'est l'hyperactivité. Par contre, il y en a que c'est l'inverse, ils vont avoir un déficit de l'attention, mais sans hyperactivité. Eux sont juste distraits, puis ils ont de la difficulté à se concentrer, mais ils sont vraiment pas turbulents, ils sont juste pas tout à fait présents à la tâche. Donc, il y a les deux qui existent. Donc, on a le déficit de l'attention avec, ouais, c'est ça, avec ou sans hyperactivité. Les deux, dans le fond, les deux vont amener des problèmes. Les déficits de l'attention sans hyperactivité, souvent, ne sont pas dérangeants, mais ils vont avoir des enjeux de réussite scolaire qui vont être là quand même. Ceux qu'on remarque le plus, c'est les déficitaires de l'attention avec hyperactivité, parce que ceux-là vont avoir des enjeux pour leur réussite scolaire, mais aussi vont évidemment déranger beaucoup, puis dans le fond, vont des fois avoir un petit peu plus de difficulté à les encadrer ou à les contrôler dans une classe quand l'hyperactivité est vraiment présente. Donc, mais le but, nous, quand on va traiter un déficit de l'attention, c'est pas nécessairement le côté hyperactivité qu'on veut traiter. Oui, dans un deuxième temps, ça vient avec. C'est vraiment le côté déficit de l'attention. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que l'enfant soit capable de se concentrer sur une chose sans être dérangé, puis toujours dérangé par tous les stimuli autres qui arrivent puis qui lui empêchent de se concentrer sur ce qui est important, puis dans le fond, finalement, d'apprendre puis de progresser au même niveau que les autres. Parce qu'il vient avec le déficit de l'attention, souvent, c'est la baisse d'estime de soi parce qu'ils se sentent pas bons, ils sentent qu'ils sont pas capables de faire ce que les autres font. Puis jusqu'à l'adolescence où, tu sais, s'il y a toujours un sentiment d'échec, mais là, consommation de drogue et tout, parce que souvent, ils vont chercher à s'auto-traiter. Puis des fois, les amphétamines sur le marché noir, des molécules qui peuvent être nocives parce qu'ils ont un potentiel de dépendance beaucoup plus élevé que ce qu'on a, mais souvent, c'est que ça les stimule, ça les allume, puis ils se sentent plus fonctionnels avec ça. Fait que c'est une porte d'entrée vers des problèmes de consommation. Fait que il faut puis là, c'est pas tous les enfants déficitaires de l'attention non traités qui vont tomber là, je veux pas non plus, mais c'est quand même, c'est qu'on expose nos enfants à avoir une baisse d'estime de soi, une baisse de réussite, puis une augmentation de problèmes à l'adolescence, notamment la consommation de drogue. Là. Donc, c'est important. Il faut les prendre à bas âge, mais on détecte ça comment? Parce que là, tu dis déficit d'attention, mais les enfants, on sait quand que on le suspecte, en fond, si notre enfant a des troubles d'apprentissage, qu'il soit hyperactif ou non, comme je vous dis, si la difficulté à se concentrer, l'enseignant, des fois, ils sont capables de spotter sans donner un diagnostic, ils sont capables de dire, je parle, il est tout le temps distrait, il n'est pas vraiment présent, c'est comme s'il n'était pas là. Ça peut être des lumières qui allument pour avoir une consultation médicale ou avec un psychologue. Donc, notre médecin de famille ou un psychologue, si on est capable d'en avoir un, parce que c'est un défi. Là, les ressources en psychologie sont beaucoup en deçà des demandes, mettons. Et puis, ou à l'inverse, l'enfant, on voit qu'il y a une hyperactivité, ça, c'est plus facilement visible. Là, souvent, les déficitaires de l'attention avec hyperactivité sont plus souvent rapidement pris en charge parce que c'est dérangeant, puis là, le prof dit il y a quelque chose qui ne va pas, puis là, on consulte tout ça. C'est souvent ceux sans hyperactivité, des fois qui passent sur la ou qui, des fois, ils ne vont pas consulter assez rapidement, mais pourtant, c'est le même problème là, au niveau de l'apprentissage. Fait que souvent, c'est consultation médicale, c'est le médecin de famille, il y a des. Puis c'est très c'est des formulaires préfaits, c'est un questionnaire, c'est assez pragmatique. Des fois, les gens pensent que est-ce qu'il y a des évaluations mal faites? Sûrement. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont médicamentés qui n'auraient pas dû ou un diagnostic mal fait? Sûrement. Mais à la base, là, normalement, quand l'évaluation est bien faite, c'est des questionnaires, puis il y a des outils pour permettre de diagnostiquer un déficit de l'attention, un outil diagnostique. Puis la très grande majorité des médecins ou psychologues le font comme il faut. Est-ce que, de toute façon, on peut être garant de tous les praticiens? Sûrement pas. Là, est-ce qu'il y en a des fois qui subissent une certaine pression des enseignants? Tout ça, est-ce que ça existe peut-être? Là? Mais moi, je parle là, pour ce que je connais, dans la très grande majorité des cas, les enfants sont bien évalués. Puis des fois, ça peut arriver que ça soit un trouble anxieux parce qu'il y a de quoi à la maison qu'on ne sait pas, puis finalement, c'est pas un déficit de l'attention, mais dans tous les cas, si à un moment donné, on le suspecte puis qu'on tente une médication, c'est pas quelque chose qu'il n'y a pas de revenaisie. Là. Souvent, quand le déficit de l'attention est
est bien évalué, que le diagnostic est clair, puis qu'on essaie la médication, c'est le jour et la nuit. Là. Les résultats c'est spectaculaire. Là. Tu peux partir d'un enfant en situation d'échec à un enfant à 80. Là. Ah oui? Fait que, quand les diagnostics sont francs, puis que l'évaluation est bien faite, puis c'est un diagnostic clair, il n'y a pas de questions à se poser. Où on va se poser des questions, c'est que si on tente plusieurs médicaments, ça marche pas, puis il n'y a jamais d'amélioration. Là, il faut aller chercher ailleurs. Puis fait que là, c'est peut-être pas un déficit de l'attention. Y a-tu quoi qui se passe à la maison? Y a-tu un abus? Y a-tu un stress? Après ça, on peut aller ailleurs. Mais quand on le suspecte fortement, que l'évaluation nous démontre qu'il y a un déficit de l'attention qui est fort probable, la médication, c'est pas quelque chose qu'il n'y a jamais de revenez-y puis qu'on ne peut pas arrêter après. C'est un bon point que tu apportes là, Daniel. Il y a des gens qui sont inquiets parce qu'ils disent il va-tu prendre ça toute sa vie? Puis on sait, on connaît, parce qu'on entend souvent Ritalin, là, mais c'est un des produits, entre autres. Exactement, le Ritalin qui est le court-action. Est-ce qu'il y a des inquiétudes pour les parents de faire prendre ça à leurs enfants? Qu'un parent soit inquiet, c'est légitime. On est inquiet pour nos enfants, puis surtout qu'on ne connaît pas ça. Mais dans le fond, il ne faut pas se faire une opinion basée sur ce que Pierre-Jean-Jacques dit. Il faut parler à votre pharmacien, votre médecin, poser là, les questions, puis il n'y a pas de mauvaises questions. Moi, j'ai de la difficulté avec les gens qui ont une opinion qui est très ferme, qui est basée sur des fausses croyances. Ça, c'est gossant parce que des fois, les gens veulent se faire dire ce qu'ils veulent entendre. Fait que, ça, dans ce temps-là, venez pas me voir parce que je suis moins empathique. Mais poser des questions pour des inquiétudes, c'est légitime. Puis, on est là pour répondre à vos questions. Mais il ne faut pas que votre opinion soit déjà faite d'avance puis qu'en posant vos questions, vous vouliez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Parce que, non, il n'y a pas de dépendance à ça. Puis non, ça n'a rien à voir que... Un vrai déficit de l'attention, c'est pas vrai que si tu lui fais faire du sport, ça va régler son... oui, il y a des enfants qui ne bougent pas assez et qui devraient bouger plus puis que ça les aide à mieux canaliser, mais un hyperactif sans déficit de l'attention va très bien réussir à l'école. Puis, comme je dis, c'est pas l'hyperactivité qu'on traite. Fait que, un enfant qui a bougeotte, tout ça, mais qui pète des scores, il est juste hyperactif puis il a besoin de bouger plus. Mais un déficitaire de l'attention, il échoue. Il n'est pas capable de se concentrer. C'est deux choses séparées, l'hyperactivité et le déficit de l'attention. Fait qu'il faut vraiment pas mélanger tout en même temps. Là. Fait que, un enfant qui a la bougeotte, qui est dérangeant, qui pète des scores, lui, on va le prendre, on va essayer de mieux canaliser son énergie, le faire bouger plus ou travailler différemment avec, mais lui, il n'a pas de problème d'apprentissage. Le déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est que lui, en plus de bouger, il n'est pas capable de se concentrer puis il n'est pas capable d'apprendre. Puis c'est pas le sport qui va changer ça. Fait que c'est deux choses vraiment séparées. Fait qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Mais après ça, d'avoir des inquiétudes, se poser des questions, posez-nous-les, on va vous répondre, c'est certain. Il n'y a souvent pas une peur de dépendance, une peur c'est ça ma prochaine question. Est-ce qu'il y a danger de dépendance? Non, pas avec les molécules qu'on utilise, dans le fond, les amphétamines. Souvent, on utilise la dextroamphétamine, dans le fond, le Vivance, ou c'est de la liste d'examphétamines. On utilise des amphétamines, mais qui ont un potentiel de pénétration au niveau du cerveau qui est beaucoup amoindri par rapport à de la méthamphétamine qu'on retrouve sur le marché noir. Les gens voient le mot amphétamine, puis ont une crainte parce qu'on sait que c'est une drogue sur le marché noir, mais celles qui sont sur le marché noir sont justement faites pour créer un effet de dépendance parce qu'on veut que les gens aient envie d'en racheter et continuent d'en prendre. Ce qui n'est pas le cas avec les molécules qu'on utilise, nous, qui n'ont pas cette propension à développer une dépendance-là. Est-ce qu'il y a un potentiel? Pourquoi c'est de la médication contrôlée? Justement, on les surveille un peu plus parce que ça peut arriver des fois à des parents dans un mauvais escient qui ont le goût d'utiliser des doses suprathérapeutiques, d'en prendre 3-4 capsules pour avoir une belle veillée, puis aller danser, puis avoir du fun, parce que oui, si on augmente le dosage, puis qu'on va chercher l'effet euphorique, comme n'importe quelle molécule, plus on augmente le dosage, plus on va chercher des effets qu'on ne veut pas avoir. Fait que oui, on la surveille, parce que oui, il y a un potentiel, si on surdose avec ça, d'aller chercher un effet un peu euphorique. Par contre, si on respecte le dosage, les posologies qui sont prescrites, il n'y a pas de risque pour ça. OK. Est-ce que, il y a des bonnes... on s'en va dans la bonne direction à partir du moment où c'est dosé puis que c'est proposé par un professionnel. Mais est-ce qu'il y a des conséquences dans l'autre sens aussi? Est-ce que ça peut devenir négatif à partir du moment où on utilise ces produits-là? Tout médicament... Où les effets sont toujours positifs, puis ça aide l'enfant, surtout. Là, un médicament qui a que des effets positifs, ça n'existe pas. Ça, OK. On prend de l'eau. On a toujours des effets, donc, potentiels. Fait qu'on va pas
Le sommeil, est-ce que c'est... Exact. Bon, ça affecte... Donc, dans le fond, c'est la plupart des molécules, pas toutes, mais la plupart des molécules, les molécules les plus efficaces sont des psychostimulants. Contrairement à ce qu'on pense, ça ne calme pas pantoute, c'est un psychostimulant. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est stimuler le cerveau à pouvoir se concentrer sur une chose à la fois. Donc, que ce soit le méthylphénidate, qui est le Ritalin, Concerta, Bifantin, ou les amphétamines, Vivance, Dexédrine et compagnie, c'est des psychostimulants. Ça peut couper l'appétit. Donc, souvent, le repas du midi peut prendre le bord un peu. Parce qu'on prend la médication le matin, souvent les enfants vont se reprendre au déjeuner puis au souper. S'il n'y a pas d'impact sur la courbe de croissance puis qu'il n'y a pas de perte de poids, même si le repas du midi saute un peu, on ne s'inquiète pas. Par contre, s'il y a un amaigrissement, ou puis il y a des enfants qui sont plus sensibles à ça que d'autres, ou si on baisse dans la courbe de croissance, on ne tolère pas ça. Il y a une lumière qui allume. Exactement. Puis les troubles du sommeil. Évidemment, normalement, les molécules, même les longues actions, sont faites pour agir environ 8 heures. Quand les prenants le matin vont agir jusqu'à la fin de la journée, puis il n'y a pas nécessairement d'impact au niveau du sommeil. Par contre, c'est pas one size fits all. Fait qu'il y a des enfants qui, des fois, le métabolisme va être un peu plus lent, le médicament fait effet un peu plus longtemps, puis on peut avoir des troubles à l'endormissement. Il y a toujours une certaine façon d'accepter une certaine partie, mais il y a des enfants que ça ne sera pas tolérable. S'ils ne dorment plus, ça ne marche pas. Fait s'ils s'endorment un peu plus tard, que malgré tout, peuvent finir par avoir des bonnes nuits puis avoir un repos. Puis les enfants que la fin de semaine, on va l'arrêter parce qu'ils fonctionnent bien à la maison puis qu'ils vont se reprendre. Des fois, c'est pas blanc puis c'est pas noir. On trouve un juste milieu, mais il y a une certaine limite à pas dépasser au niveau des troubles du sommeil. Là. Fait que il y a ça qu'il faut monitorer aussi. C'est les deux principaux effets secondaires des psychostimulants là, dans le déficit de l'attention qu'on doit monitorer nous comme professionnels, puis corriger le tir si on a besoin. Donc, on continue à consulter quand même, mais il faut toujours, pour les parents, de veiller à voir là, si tout se passe bien, parce qu'il peut y avoir des... Le meilleur il y a des conséquences. Pour un enfant ou le comportement de son enfant, ça demeure le parent. Fait que oui, suivre les recommandations des professionnels, puis se fier aux professionnels, parce qu'on est là pour ça. Par contre, dans le jugement de comment va notre enfant, on est les meilleurs juges. Là, fait que, si votre enfant n'est pas lui-même, il ne va pas, ou il y a des... au niveau de son humeur, ça ne va pas, parce que des fois, il peut avoir des troubles anxieux sous-jacents, des dépressions, il peut avoir d'autres troubles qui vont influer sur l'état de concentration. Fait que il faut être à l'affût de ça, parce que des fois, il y a peut-être un déficit de l'attention, mais qui est secondaire finalement à une dépression ou à un trouble anxieux pour une raison X. Puis les enfants, des fois, il faut leur tirer surtout les ados, tirer les verres du nez pour avoir nos réponses comme parents. C'est pas toujours évident. Fait que, si on a un doute sur l'état de notre enfant, c'est important d'en discuter aussi, là, parce que ça peut, des fois, un déficit d'attention peut cacher d'autres choses aussi, là, que il peut avoir de l'anxiété ou une humeur dépressive derrière ça. Fait que ça, il faut les screener aussi, là, ces patients-là. Puis ça, souvent, l'entourage, les amis aussi peuvent être une bonne source d'information. Mais les réseaux sociaux, l'enfant est sollicité par la télévision, il y a tellement de choses aujourd'hui. Est-ce que c'est une des causes ou c'est vraiment physique, c'est vraiment l'individu? Je ne suis pas épidémiologiste. C'est sûr que les écrans, les réseaux sociaux, la surstimulation, il faut se poser des questions, là, effectivement. Puis oui, de plus en plus, on se rend compte que ça a un impact négatif sur le cerveau. Jusqu'à quel point ça a une influence sur l'incidence du déficit de l'attention, je ne peux pas le dire. Mais ça pourrait jouer un rôle. Mais certainement que ça peut avoir un rôle sur peut-être le niveau de patience et d'attention que les enfants peuvent avoir en classe où ils ont une affaire à regarder, et puis des fois, c'est que ça va pas assez vite. Moi, je regarde des fois mes enfants, on met des breaks là, sur les écrans. Parce que, ils regardent leur téléphone en même temps qu'ils regardent une émission à TV. Puis là, quand on essaie de les concentrer sur un film, c'est comme si se passait. Là, fait que là, des fois, moi, je les cache pendant une semaine, des fois, puis on fait d'autres choses. Là. Mais ça, c'est jusqu'à quel point ça a un impact sur l'épidémiologie puis le nombre de cas de déficit d'attention, je peux pas le dire, mais c'est sûr que au niveau de l'humeur puis de l'impact que ça a sur nos enfants, ça a un impact, parce que moi, je le vois des fois, là, ils viennent marabout, puis ils n'endurent plus, ils n'ont plus de patience, puis ils font tour d'écran, là. On flush ça pendant un bout, puis ça donne une chance, là, ils reviennent un peu plus aux autres, là. Fait qu'effectivement, que ça a un impact. Si c'est pas sur la concentration, sur l'humeur, certainement. Il reste 50 secondes. Quelle est Qu'est-ce que le parent doit faire s'il se rend compte que son enfant... Est-ce que c'est de consulter un professionnel, c'est ça, c'est toujours la première étape. De toute façon, si on suspecte ça, c'est l'évaluation. Après ça, le médecin ou le psychologue peut confirmer un diagnostic. Après ça, c'est le traitement qui commence. Suivre les recommandations, mais tout en posant les questions, puis si on a des inquiétudes. Parce que dans le fond, comme parent, il
faut être convaincu pour notre enfant. Il faut pas y aller. Comment je dirais bien ça? Si nous-mêmes, on n'est pas convaincus du traitement puis qu'on a plein d'inquiétudes, on ne sera pas confortable avec ça. Fait que, comme parent, il faut être confortable du traitement avec notre enfant. Il faut avoir des réponses à nos questions. Fait qu'il ne faut pas hésiter à les poser. Nous, on n'est pas là pour juger ni d'un bord ni de l'autre. Dans le fond, on est là pour s'assurer que le parent comprend le traitement, embarque avec ça, puis est confortable avec. C'est une partie importante parce que l'adhésion au traitement, c'est un travail d'équipe, tout le monde ensemble. Merci beaucoup. Très intéressant comme chronique. Donc, c'est pas compliqué. 248-5955, vous n'avez 5595, c'est pas grave. C'est 5595, je vais finir par l'apprendre par cœur. Alors, c'est 248-5595, c'est Uniprix, ici au 5 boulevard Taché, ou encore avenue de la Fabrique. Merci beaucoup, Daniel. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète.